Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus nombreux. On attend un petit peu, peut-être d'autres personnes nous rejoignent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes connectées aussi ce soir en visioconférence. C'est un événement qui est mixte. On était assez impressionnés puisqu'on avait 1700 inscrits. Donc, je dois dire que c'est quand même rassurant de voir que le sujet suscite toujours et encore de l'intérêt, malgré quand même, je ne peux pas dire, un contexte un petit peu chahuté pour l'immobilier et puis plus particulièrement sur notre secteur du fonds immobilier. Et on aura l'occasion peut-être de reparler un petit peu aussi de l'enjeu de l'intégration des critères ESG de façon pérenne sur le moyen et long terme, au-delà de contexte, d'éléments de contexte voilà, particuliers. Donc, je disais, beaucoup de monde sur une édition qui est la 3e, alors un petit peu particulière cette année, parce que l'année dernière, il y a 2 ans, on avait fait une édition, je rappelle qu'on le fait conjointement avec l'Observatoire de l'immobilier durable et la SPIM. On s'était associés effectivement pour faire un suivi et regarder un petit peu comment les sociétés de gestion s'emparer du label ISR, hein, je laisse le micro. Ah, pareil, plus fort. Comment les sociétés de gestion en fait s'emparer de ce nouveau référentiel immobilier, qui était nouveau et spécifique pour les gestionnaires de fonds immobiliers. Et puis, dans le même temps, il y avait au-delà du label DSR, qui je rappelle, est une démarche volontaire des gérants, toute une chape, le mot n'est pas anodin, de réglementation financière, parce que, je le rappelle, les sociétés de gestion de fonds immobiliers sont aussi en étant des acteurs de l'immobilier, ce sont aussi des acteurs financiers qui donc sont régulés en tant que tels par la réglementation financière de la gestion d'actifs, réglementation qui vient du niveau européen et du niveau français et qui a été, je dirais, s'est développée de façon exponentielle sur les 3 dernières années. Donc, ça a été des éléments évidemment structurants sur les pratiques ESG des gestionnaires du fonds immobilier, à côté, et je dirais même dans le même temps, que justement de plus en plus de fonds qui s'emparer d'opportunités utilisées par un référentiel ISR dédié à l'immobilier. Donc, on a voulu en fait balayer ces 2 aspects en une seule étude, d'autant plus qu'on avait plus de profondeur, plus d'éléments quantitatifs, puisqu'on arrivait justement à un moment où les obligations réglementaires commençaient à se mettre en œuvre, les reporting, et on y reviendra, devenaient concrets et complets, et puis on arrivait pour certains types de labellisation au bout de 3 ans. Donc on avait un champ, je dirais, matériel plus large, et puis on a pu avoir aussi des retours qualitatifs intéressants parce qu'on arrivait à une certaine maturité des gérants sur ces aspects-là. Donc, les équipes de l'OID et les équipes de la SPIM ont mené un travail, je dirais, de fourmi pendant plusieurs mois et d'analyse et de rendu d'élaboration. Je pense qu'on reviendra sur peut-être la base de l'étude, le champ d'études, pour pouvoir vous livrer voilà, ce soir l'étude qui a commencé à être mise d'ailleurs à disposition sur les sites respectifs et qui seront diffusées plus largement demain. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer la soirée ce soir. Donc, je vais laisser la place à l'équipe de l'OID et d'ASPIM pour présenter, faire un rendu de cette étude. Ensuite, une table ronde autour de laquelle seront associés 3 professionnels de la gestion d'actifs et animés par Sabine Brunel. Et puis ensuite, il y aura un temps de questions-réponses qui permettra voilà, d'échanger avec, sur l'étude et avec les panélistes. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Véronique pour cette introduction. Donc, on se retrouve en été pour la présentation de l'édition 2023 sur les fonds immobiliers grand public. Sachant que pour ma part, je suis Claire Meunier, donc je suis responsable du programme gouvernance société à l'OID. Et je présente cette étude ce soir avec Julien Montret qui pourra se présenter tout à l'heure. Donc, comme l'introduisait Véronique, cette étude, cette année, elle est la synthèse en fait, de 2 études qui avaient été réalisées les années précédentes. Une étude sur l'Observatoire des pratiques de labellisation ISR, qui avait été publiée au premier trimestre de l'année 2022,
et une étude sur les fonds immobiliers et leurs pratiques ESG, en particulier face à tous les aspects réglementaires. On l'a dit, c'est des aspects qui sont de plus en plus importants, prégnants aujourd'hui. Donc pour cette synthèse de l'étude, on a 3 grandes parties. Une première qui reprend les aspects réglementaires, avec une analyse aujourd'hui de comment est-ce que les gestionnaires de fonds immobiliers se sont appropriés les différentes réglementations. On reviendra dans ce cadre sur l'article 29 de la loi énergie-climat, le règlement SFDR et la taxonomie. Je ne reviendrai pas sur les aspects très techniques de ces réglementations, mais plutôt sur comment est-ce que les fonds immobiliers grand public aujourd'hui s'approprient ces différents textes. Ensuite, on a une partie plutôt centrée sur le label ISR et sur quelles sont les évolutions en termes de pratiques liées au label ISR, pratiques de labellisation. Et enfin, une dernière partie, un petit peu plus générale, sur les indicateurs ESG qui reprennent tant les aspects réglementaires qu'ISR pour voir un petit peu aujourd'hui, typiquement sur les consommations énergétiques, quelles sont les unités qui sont utilisées par les gestionnaires de fonds et vous faire un état des lieux en fait sur tous ces indicateurs. Moi, je vais commencer par vous présenter la partie sur les enjeux plutôt réglementaires, sachant qu'on a 2 périmètres d'analyse dans l'étude. Moi, je vais vous présenter le périmètre pour la partie réglementaire et Julien reviendra en introduction de sa partie sur le périmètre pour la partie ISR. Donc, pour la partie réglementaire, on a combiné, comme l'année dernière, une analyse quantitative et une analyse qualitative. On a analysé les documentations de près de 120 fonds. Donc, ça représente 83% des encours aujourd'hui. Donc, ça nous permet d'avoir une bonne représentativité de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Et 42% des fonds en ont. Et on a combiné cette analyse avec des entretiens. On a mené 9 entretiens avec des gestionnaires de fonds qui nous ont permis aussi de pouvoir comprendre finalement les chiffres qu'on avait pu ressortir des différentes documentations. Donc, comme on le disait, l'étude complète, elle est disponible sur le centre de ressources de l'OID et sur le site de la SPIN. Vous pourrez retrouver tous les détails sur autant du périmètre que des résultats. Dernière petite précision méthodologique, tous nos indicateurs sont exprimés en valeur par défaut, c'est-à-dire qu'on pondère par les encours des fonds associés, parce qu'on considère que c'est ce qui représente le mieux l'état du marché aujourd'hui. Donc, quand c'est fait en nombre de fonds ou d'une autre manière, en tout cas, c'est précisé. Par défaut, c'est en valeur. On commence tout de suite avec les premiers résultats. Les premiers résultats, ils sont sur les stratégies ESG des fonds immobiliers grand public de manière générale. Le premier constat, qui reprend celui qu'on avait déjà eu l'année dernière, c'est que 87% des fonds en valeur ont une stratégie ESG. Donc, avoir une stratégie ESG aujourd'hui pour un fonds immobilier grand public, ça reste incontournable. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est que ces stratégies ESG, elles sont de plus en plus objectivées. Et on a 80% des fonds qui se fixent des objectifs ESG. Ça représente une augmentation de 13 points par rapport à l'année dernière. C'est quand même quelque chose de notable de dire qu'on va plus loin en fait dans les stratégies ESG. On se fixe concrètement des objectifs, des engagements. En termes de thématiques, vous pouvez voir ici que la thématique phare qu'on retrouve dans les stratégies ESG, c'est le carbone, donc l'environnement, et que ensuite, en deuxième et quatrième thématique, on retrouve plutôt des enjeux de gouvernance et de relations avec les parties prenantes, que ce soit les parties prenantes de manière générale ou plus spécifiquement les locataires. On y reviendra et on en parle plus longuement dans l'étude. C'est vrai que les parties prenantes aujourd'hui, elles sont absolument nécessaires à embarquer dans une stratégie ESG pour pouvoir atteindre ces objectifs. Stratégie ESG ou ISR. Maintenant, on le disait, le contexte réglementaire, il est de plus en plus important et l'année 2023, elle a été marquée par l'application de nouveautés réglementaires, notamment vis-à-vis du règlement SFDR, je reviendrai très rapidement sur ce que c'est, avec l'application des exigences de niveau 2 et notamment depuis janvier des templates réglementaires qui doivent être remplis pour vos documentations précontractuelles et pour les rapports périodiques. Et puis, à l'échelle de l'entité, depuis juin de cette année également, pour les sociétés de gestion qui choisissent de prendre en compte les principales incidences négatives, il faut produire un reporting.
En complément de ça, on a une réglementation plutôt française cette fois, l'article 29 de la loi énergie-climat, qui s'applique aussi de manière renforcée depuis juin de cette année, puisque c'est la première année que les gestionnaires de fonds doivent publier les rapports complets sous cette réglementation. Tout ça pour dire qu'il y a pas mal de nouveautés et que ça nous a permis d'analyser pas mal d'éléments. Pour commencer, je vais vous montrer les résultats sur justement ces rapports article 29 de la loi énergie-climat, qui est une réglementation qui impose aux sociétés de gestion et aux fonds de plus de 500 millions d'euros d'encours de publier des rapports. Et à l'échelle des fonds, ces rapports, ils sont centrés sur 3 grandes thématiques que vous voyez ici et qu'on a analysées. Le climat, avec l'alignement avec l'accord de Paris, l'alignement avec les accords en matière de biodiversité, et également la prise en compte des risques ESG. Je vais revenir sur ces 3 thématiques, à commencer par le climat. On a aujourd'hui 72% des fonds qui sont soumis à l'article 29 de la loi énergie-climat, qui ont une trajectoire d'alignement avec l'accord de Paris. Là, on a une légère augmentation par rapport à l'année dernière de plus 5 points. Mais ce qui est le plus notable cette année, c'est l'ambition des trajectoires. Puisqu'on voit qu'il y a plus de fonds qui déclarent des trajectoires alignées avec un objectif 2 degrés. Mais au contraire, on a une très forte augmentation des trajectoires alignées avec une trajectoire 1,5 degrés. On a plus 15 points cette année par rapport à l'année dernière. Augmentation qui est cohérente avec un autre chiffre que vous voyez ici, c'est l'augmentation de la part des fonds qui utilisent l'outil CREM. C'est un outil de définition de trajectoire de décarbonation sur les patrimoines immobiliers. Donc, on voit qu'on a une augmentation de plus 28 points d'utilisation de cet outil, avec près de 60% des fonds qui l'utilisent. Et en fait, cet outil, dans sa dernière version qui est parue au premier trimestre de cette année, ne présente plus que des trajectoires 1,5 degrés. Donc finalement, on a une cohérence aussi entre l'ambition des outils qui existent aujourd'hui pour les patrimoines immobiliers et ce qui se retrouve dans les déclarations des acteurs. Et de la même manière, l'organisation SBTi ne certifie plus que des trajectoires 1,5 degrés. On voit ici toute la cohérence finalement autour de ces trajectoires. Maintenant, si je passe à la biodiversité, on a également un constat intéressant pour cette année et une forte augmentation de la part des acteurs qui se fixent un indicateur en matière de biodiversité. Donc, comme on l'avait dit l'année dernière, le marché de l'immobilier aujourd'hui est un petit peu moins mature sur la biodiversité puisqu'on n'a pas de trajectoires qui sont définies comme pour le climat. Mais il n'y a pas de consensus aujourd'hui sectoriel sur ce qu'est une trajectoire d'alignement avec les indicateurs internationaux en matière de biodiversité. En revanche, on voit cette année que c'est une thématique qui est de plus en plus prise en compte, quand même appropriée par les gestionnaires, via justement la définition d'indicateurs. Sachant qu'on a différents types d'indicateurs qui sont employés. On a des indicateurs plutôt d'état des lieux du patrimoine vis-à-vis de la biodiversité. On a des indicateurs plutôt de mesure des actions qui sont mises en place. Et puis, on a aussi des indicateurs spécifiques sur les projets de développement, par exemple. Donc voilà, globalement, une meilleure appropriation cette année, en tout cas, beaucoup plus d'indicateurs qui sont déclarés par les gestionnaires de fonds et qui montrent bien aussi tout l'intérêt pour cette thématique. Et pour finir sur l'article 29 de la loi énergie-climat, donc la dernière dimension, comme je le disais, ce sont les risques ESG et leur prise en compte dans les décisions d'investissement. Cette année, on a 66% des fonds qui prennent en compte les risques ESG dans leurs décisions d'investissement. Sachant que les risques les mieux maîtrisés, donc les plus regardés, c'est aujourd'hui les risques physiques, avec 63% des fonds qui les analysent, et une augmentation de 10 points par rapport à l'année dernière. Mais on a quand même une forte montée sur les risques de transition et les risques juridiques, avec plus 21 points sur ces deux catégories. Et puis, on voit aussi un élargissement du périmètre des risques qui sont couverts, avec notamment la perte de biodiversité qui apparaît dans les risques physiques. Donc voilà, globalement, cet article 29 de la loi énergie-climat, il nous montre que les gestionnaires de fonds s'emparent de plus en plus de toutes ces thématiques, climat, biodiversité et prise en compte des risques ESG. Maintenant, je vais passer au règlement SFDR qui concerne globalement les mêmes acteurs, mais cette fois, il y a un règlement européen, toujours sur la transparence extra-financière, qui s'applique également à l'échelle des entités et à l'échelle des fonds. Donc, nous, on a pu regarder toutes les publications faites dans le cadre de ce règlement SFDR et, comme je le disais, de l'application du niveau 2 du règlement SFDR.
les plus intéressants pour analyser en profondeur les stratégies des acteurs. Donc, je vais commencer par vous présenter les tendances 2023 de classification. Donc, article 6, article 8, article 8 hybride et article 9. Ensuite, on reviendra un petit peu sur les profils types sur 2023 des fonds article 8, des fonds article 8 hybride et des fonds article 9. On va le voir, on peut sortir des chiffres assez intéressants maintenant qu'on a les templates, et donc c'est des déclarations plus approfondies. Et pour finir sur la partie SFDR, je ferai un petit focus sur les principales incidences négatives, et notamment les indicateurs obligatoires. Donc si je commence avec les tendances de classification, vous avez ici la part des fonds qui se sont classés article 6, article 8, article 8 hybride ou article 9, selon les déclarations toujours faites en 2023. Trois constats par rapport à ce diagramme. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment tous les fonds qui ont déclaré une classification SFDR. On voit qu'on a 0% en valeur qui ne se déclare pas, alors qu'on en avait près de 10% l'année dernière. Donc, on voit une bonne appropriation de ce nouvel écosystème, finalement, ce nouvel écosystème réglementaire. Deuxième constat, on a une part constante de fonds qui sont classés article 9 par rapport à l'année dernière, donc 25% en valeur toujours. Vous avez peut-être entendu parler de vagues de déclassification de 9 à 8, surtout sur les fonds mobiliers. On voit en fait que sur les fonds immobiliers, ce n'est pas forcément le cas. Nous, dans notre échantillon, on a juste eu un fonds qui s'est déclassé d'article 9 à article 8. Et puis, troisième grand constat, la part des fonds qui sont aujourd'hui classés article 8 hybride. Donc, le 8 hybride, c'est bien les fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales et qui ont une part d'objectifs d'investissement durable. Derrière cette augmentation de 33 points, qui est quand même significative, on peut voir deux explications. La première, déjà, c'est les templates réglementaires qui sont quand même plus précis et donc qui nous ont permis de mieux identifier quels étaient les fonds aujourd'hui qui étaient réellement article 8 hybride, qui n'avaient pas d'investissement durable. Et puis aussi les réglementations annexes, si je puis dire, notamment MiFID II et IDD sur la distribution des produits, qui mettent plus en avant les produits financiers qui ont au moins une part d'investissement durable. Donc, on voit que c'est un choix qui est fait aujourd'hui par de nombreux gestionnaires de fonds de se classer 8. Maintenant, je vais passer donc sur les trois grandes catégories, article 8, 8 hybride et 9, et vous montrer un petit peu le profil qu'on peut dégager, en tout cas, des publications qu'on a pu analyser donc, sur les 100 mois. Pour les fonds article 8, donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la majorité des fonds définissent plusieurs caractéristiques environnementales et sociales. Et ce qu'on voit ici, c'est que la majorité des thématiques et des indicateurs qui sont repris dans les caractéristiques SFDR sont en fait des indicateurs obligatoires dans le cadre du label ISR. En faisant l'analyse, en fait, on se rend compte que 2/3 des fonds reprennent leurs critères ISR dans les caractéristiques SFDR, ce qui est logique puisque, bien souvent, la labellisation ISR a eu lieu en amont en fait, de cette mise en conformité réglementaire. Donc, voilà, on a une mise en cohérence entre le label ISR et le règlement SFDR. Maintenant, si on regarde un petit peu l'allocation, on se rend compte qu'en moyenne, la part de l'investissement qui a pour objectif de promouvoir les caractéristiques environnementales et sociales, elle est de 83%. Donc ça, c'est bien l'engagement dans la documentation précontractuelle. Et en réalisé, on a même 87% en moyenne de l'investissement qui est aligné avec les caractéristiques environnementales ou sociales. Donc on voit que quand un fonds se déclare article 8, il promeut des caractéristiques sur la grande majorité de ses investissements. Si je passe à l'article 8 hybride, on s'est intéressé plus spécifiquement ici à la partie hybride, c'est-à-dire à la part d'investissement durable. Et on a regardé justement quelle était cette part d'investissement durable. En moyenne, en termes d'engagement, un fonds article 8 hybride s'engage à promouvoir un objectif d'investissement durable sur 32% de son fonds. Sachant qu'on a des grandes disparités, que vous pouvez voir ici, puisqu'on vous a mis les minimums et maximums, on va de 5 à 80%. Voilà, il y a quand même des grandes disparités. Et puis, en réalisé, on a près de 50% des investissements qui sont alignés avec l'objectif d'investissement durable. Là aussi, toujours des disparités, on va de 10 à 83%. Et maintenant, à droite, vous avez les thématiques des objectifs d'investissement durable, la partie concernée.
Cet objectif d'investissement durable, il peut porter sur la performance ESG de manière générale. Donc, globalement, comme une note ISR qui agrège plusieurs informations de performance, ou bien porter sur des thématiques environnementales spécifiques. On a notamment le carbone, l'énergie et la biodiversité qui ressortent. Et on voit ici qu'on a des objectifs d'investissement durable uniquement sur le volet environnemental. On n'a pas de social qui est défini. On le sait, aujourd'hui, on a une définition dans le cadre du règlement SFDR, mais qui n'est pas très précise, et on voit que aucun gestionnaire ne se positionne pour l'instant sur ce sujet-là, du moins dans notre échantillon. Et maintenant, si on passe à la dernière catégorie, les fonds article 9, qui ont un objectif d'investissement durable en théorie sur l'intégralité de leur portefeuille. On voit que l'engagement, cette fois, il porte sur en moyenne 91% du portefeuille, et en réalité, on est à 96%. Donc, on est cohérent avec les textes réglementaires. Là aussi, en termes d'engagement, on va de 70 à 100%, et en réalité, on va de 88 à 98%. Et de la même manière, sur les objectifs d'investissement durable des fonds article 9, on voit qu'on est uniquement sur des thématiques environnementales, avec notamment le carbone qui ressort en majorité, et des trajectoires de décarbonation, notamment établies grâce à l'outil CREM. On voit aussi un petit peu d'énergie, un petit peu d'eau, un petit peu de biodiversité. Et pour finir sur cette partie SFDR, je voulais refaire un petit focus sur les principales incidences négatives. Premièrement, leur prise en compte. On voit qu'elles sont très largement prises en compte. 100% des fonds article 8 hybride et 9. Alors, il faut dire aussi qu'on voit que les PAI sont souvent utilisés pour montrer l'aspect DNSH, donc l'absence de préjudice pour l'objectif d'investissement durable. C'est aussi une cohérence de cette thématique. Et puis, pour les fonds article 8, on a aussi près des 3/4 qui prennent en compte les principales incidences négatives. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail des indicateurs, et notamment des indicateurs obligatoires, comme vous le savez, il y a 2 indicateurs obligatoires. Le premier qui est l'exposition aux produits fossiles. Cette exposition aux produits fossiles, en moyenne, elle est à 0% dans les chiffres. Et c'est quelque chose qui nous est revenu aussi en entretien. En fait, cet indicateur, il n'est pas forcément le plus pertinent pour le secteur de l'immobilier, puisque, comme tout le monde est à 0%, finalement, ce n'est pas un facteur différenciant. Et le deuxième indicateur obligatoire, c'est celui sur les actifs inefficients sur le plan énergétique, sachant que ça veut bien dire tous les bâtiments qui ont un DPE-C ou moins, qui est très restrictif. Et là, de la même manière, on a très peu de disparités sur le marché, puisque près de 70% des fonds ont un indicateur PAI compris cette fois entre 80 et 100%, des valeurs très élevées. Donc ça montre un petit peu l'état des lieux aujourd'hui sur ces indicateurs obligatoires. Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur la taxinomie, puisque la taxinomie, elle est exigée, enfin, du moins le reporting sur la taxinomie est exigé pour les fonds articles 8 et 9, dans les exigences de niveau 2 du règlement SFDR. Et ces fonds doivent s'engager sur un alignement taxinomique, puis déclarer leur alignement année après année. En termes d'engagement, on voit sans surprise que les fonds articles 8 sont à 0%, puisque sinon ça constituerait de l'investissement durable. Mais on voit que pour les fonds article 8 hybrides et 9, on est quand même sur des valeurs relativement faibles, de l'ordre de 4 à 7%, suivant si on regarde les indicateurs en termes de valeur de marché ou plutôt en termes de chiffre d'affaires. Et maintenant, si je mets le réalisé, donc c'est les petits points qui viennent d'apparaître, on voit que sur les fonds article 8, on est toujours à 0% d'alignement réel déclaré. Et pour les fonds article 8 hybrides et 9, on a des valeurs un tout petit peu plus élevées que les engagements, mais qui restent relativement faibles. On est au maximum de l'ordre de 10-11% pour les fonds qui sont classés article 9. Donc on a là la confirmation de l'élitisme de la taxonomie, qui était l'objectif initial du texte, bien sûr à l'échelle européenne, mais qui se confirme avec les chiffres qu'on peut avoir ici. Donc voilà un peu tous les constats qu'on pouvait faire sur les parties réglementaires. Vous avez bien sûr encore plus de chiffres dans l'étude complète. N'hésitez pas à aller la consulter si vous voulez plus d'informations. Et puis, donc, pour faire une petite transition avec la partie ISR, donc les fonds labellisés ISR, c'est ceux qui ont déjà une démarche ESG. Et de manière cohérente, on voit que tous ces fonds labellisés ISR sont classés à minima article 8.
avec quasiment la moitié qui sont article 8 hybride, et toujours tout près du quart qui sont article 9. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Julien sur la partie ISR. Merci Claire. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Julien Moffret, je suis directeur des études à la SPIM. J'essaie de bien parler dans le micro. Je vais vous présenter plus spécifiquement la partie sur les pratiques de labellisation ISR, sachant que c'est la troisième année qu'on fait ce type d'analyse. On a commencé en 2021 en suivant les premières labellisations. Donc, pour rappel, le label ISR est un label d'État qui a été lancé en 2016 et qui a été décliné au secteur de l'immobilier depuis 2020 à l'initiative de professionnels du secteur, représentés en particulier par la SPIN. Il a pour objectif de mettre en valeur les fonds qui sont entrés dans une démarche d'amélioration de leur performance extra-financière, valorisant à la fois les portefeuilles performants dits best in class et ceux engagés dans un processus d'amélioration dit best in progress. Il s'appuie sur un cycle de 3 ans. La fin 2023 marquera donc le premier renouvellement de label pour certaines sociétés de gestion. Compte tenu des spécificités des actifs immobiliers, notamment en comparaison des valeurs mobilières, l'amélioration de la performance ESG d'un fonds est un élément distinctif du label ISR. C'est un élément qu'on ne retrouve pas encore dans les dispositifs réglementaires européens. Les stratégies Best in Progress sont le socle du label ISR immobilier. Et assez logiquement, 91% des encours des fonds immobiliers labellisés ISR suivent une stratégie Best in Progress. Alors, Claire a présenté un peu la méthodologie de l'étude générale, on a un peu la même, c'est-à-dire qu'on a une combinaison pour cette analyse des approches quantitatives et qualitatives, mais sur un périmètre qui va concerner tous les fonds ISR grand public qui ont été labellisés en fin 2022. Ça représente 64 fonds pour un encours de 66 milliards d'euros. Donc, pour le volet quantitatif, on a analysé les codes de transparence de tous les fonds labellisés grand public et on a complété ça d'un questionnaire qui a été envoyé aux sociétés de gestion qui détiennent des fonds labellisés, et on a eu une réponse pour 60 des 64 fonds, donc c'est assez représentatif. Et enfin, on a également eu le volet qualitatif avec des entretiens qui ont été réalisés avec les sociétés de gestion. Donc, la plupart des données sont présentes en termes d'encours, sauf les données qui concernent plutôt les grilles. On est plutôt bon pour pas un peu déformer les choix des gérants. Donc, le premier rappel, un peu constat qu'on fait dans l'étude, c'est un label qui est en plein essor, qui est en plein essor en 2022. Le rythme des labellisations s'est poursuivi avec un quasi doublement des entrées. Et un fait notable, c'est que depuis le premier trimestre 2023, les fonds labellisés ISR sont devenus majoritaires dans la collecte de l'ensemble des fonds immobiliers grand public, à savoir si on totalise les CTI, les OPCI publics et les autres FIA qui sont support d'une des comptes mentionnés. Donc il y a un fort, effectivement, développement de la labellisation pour la 12e année pleine en fait de labellisation. Néanmoins, les entretiens qu'on a menés avec les jeunes nous ont souligné que peu de gestionnaires souhaitent maintenir cette cadence dans les années à venir. La labellisation mobilise du temps et des moyens, et ça va être très complexe pour les fonds et notamment très limitatifs sous gestion, également ceux qui sont complètement très diversifiés avec beaucoup de typologies d'actifs, qui sont plantés dans l'idée très libre. Tous les fonds n'ont pas vocation à être labellisés. Concernant le profil des fonds labellisés, on observe une surreprésentation en nombre des fonds récemment créés parmi les fonds labellisés. Sur les 2 premières années de labellisation, du déploiement du label ISR en 2020, 2021 et 2022, on observe que 9% des fonds qui sont entrés en labellisation venaient d'être créés l'année précédente. Et même 25% d'entre eux, enfin des fonds labellisés, ont été labellisés l'année même de leur création. Donc, au global, on voit que sur 10 fonds labellisés, 4 avaient moins de 3 années d'existence. Alors, le label ISR s'articule autour de 6 piliers. Le pilier numéro 3 impose d'évaluer la performance ESG des actifs immobiliers au regard d'une critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Donc, on a analysé effectivement ces grilles, notamment concernant le nombre de critères qui sont retenus par les sociétés de gestion. Et on voit que après une forte baisse en 2021, ouais. Pardon, pardon. Après une forte baisse en 2021, où le nombre de critères était passé de 55 à 40, on observe une légère hausse du nombre de critères, une hausse de 5 critères supplémentaires, avec une moyenne de 45 critères. Et il faut dire que la multiplication du nombre de critères peut compliquer la collecte des données et rendre aussi la stratégie ESG plus opaque pour les parties prenantes, mais aussi pour les investisseurs. Les gestionnaires de fonds tentent ainsi de trouver un équilibre en sélectionnant les critères les plus pertinents sur lesquels agir dans le laps de temps contraint du cycle ISL. En ce qui concerne les pondérations entre les piliers E, S et G, on voit plutôt une stabilité. Le pilier environnement reste prépondérant avec 44% de pondération. C'est une hausse de seulement 1 point par rapport à l'année dernière. Le pilier social reste stable à 33%. Et enfin, le pilier de gouvernance baisse à 23% cette année, vers 1 point. Et il se retrouve plutôt dans le bas de la fourchette réglementaire, le minimum étant de 20% de pondération. Alors, concernant les différents critères qui sont les thématiques qui sont choisies pour les critères pour le différentiel, on observe quelques modifications par rapport à l'année dernière. Les principales concernent notamment le pilier environnemental, avec la progression notable des enjeux relatifs à la gestion de l'eau, qui sont utilisés maintenant par 92% des fonds. Également la gestion des déchets et la biodiversité qui sont utilisés chacun par 89% des fonds. À l'inverse, on remarque une chute notable du critère des certifications qui tombe à 43%. Ensuite, le pilier 6 du label ISR impose la publication d'un minimum de 8 indicateurs, dont 4 obligatoires, qui sont déjà désignés dans la On remarque en moyenne un nombre choisi d'indicateurs d'impact qui sont publiés dans le rapport périodique ISR de 9 indicateurs. Donc, un de plus que le minimum obligatoire. Et en complément des indicateurs obligatoires, ce sont les thématiques des mobilités et la thématique de la biodiversité qui restent majoritairement celles choisies par les gérants. Ensuite, le pilier 4 du label ISR concerne l'engagement des parties prenantes. Donc, on a 77% des fonds qui publient leur politique d'engagement ESG. Ça, c'est une forte hausse par rapport à l'année dernière, une hausse de 12 points. Parmi les parties prenantes citées en priorité, on retrouve, comme en 2022, le même trio, triptyque locataire, collaborateur et prestataire. Dans les prestataires, on entend notamment les property managers et les facility managers. Chacun de ces trois catégories est cité par plus de 70% des fonds. Donc, l'engagement des parties prenantes est indispensable pour le déploiement d'une stratégie ESG, notamment pour obtenir les données et piloter la performance des actifs ESG. L'engagement des locataires, concernant l'engagement des locataires, les usages sont un levier important de la performance ESG. Ça a été démontré notamment par les coûts de sobriété de l'hiver 2022, où l'implication des locataires, entre autres, a permis de réaliser des économies d'énergie évaluées à plus de 10%, tout secteur confondu à l'échelle nationale. Enfin, parmi les parties prenantes qui sont citées, mentionnées par les gérants, on remarque que la diminution de la part des fonds mentionnant des investisseurs en faveur de nouveaux acteurs qui apparaissent, en particulier les conseillers en gestion de patrimoine, les organisations privées et professionnelles, les distributeurs et partenaires privés, ou les syndics de copropriété. Alors, les interviews qu'on a pu réaliser d'entretien avec les gérants nous ont permis d'avoir un retour sur l'expérience terrain des premières labellisations, de faire un premier constat, même s'il y a beaucoup d'éléments positifs que je n'ai pas évoqués dans ce point-là. Ça a permis de nous faire remonter plusieurs difficultés spécifiques à l'adaptation de la méthodologie ISR à l'immobilier. Le cycle de 3 ans apparaît difficilement compatible avec la temporalité de l'immobilier
et la mise en œuvre d'actions concrètes. Les fonds ayant une stratégie value-add basée sur la rénovation pour l'amélioration de la performance logée ont également du mal à s'insérer dans le cycle strict de 3 ans. Ensuite, les indicateurs utilisés dans le reporting ISR gagneraient à plus de cohérence avec les indicateurs de sources réglementaires, et en particulier ceux utilisés pour la taxonomie et issus du règlement SFDR. Alors, sur ces 2 premiers points, la SPIM a émis des propositions d'évolution sur le référentiel de la ISR. On y évoquera après. Et vous le retrouverez dans l'étude également. Enfin, le manque de lisibilité sur l'engagement des fonds est relevé par de nombreux acteurs. Le label ISR n'offre pas de reconnaissance du niveau d'ambition des fonds. Donc, dans le cadre des travaux de revue du label mené au sein du comité du label ISR, la SPIM a formulé des propositions d'évolution de référentiel immobilier. Ces propositions concernent notamment l'harmonisation des définitions des indicateurs de performance, l'articulation avec le cadre réglementaire européen, les modalités de validation de l'atteinte de l'objectif d'amélioration, la question des participations non contrôlées et des actifs non notés, la prise en compte des stratégies de type value, la durée du cycle d'habilitation et enfin le calendrier d'application. Voilà à peu près pour les principaux éléments de l'étude concernant le label ISR. Et je vais maintenant évoquer plus généralement l'analyse qui a été faite, notamment par Claire, sur les indicateurs utilisés au global par les géants. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne l'aspect environnemental, l'énergie et le carbone sont 2 thématiques dominantes. Cependant, les indicateurs retenus sur ces 2 thématiques ne sont pas toujours uniformes, ce qui constitue un facteur de disparité entre les deux. Concernant l'énergie, 2 unités peuvent être employées aussi bien dans le cadre du règlement CSR que du label ISR. Les consommations d'énergie primaire, utilisées par 27% des acteurs, ou les consommations dans l'énergie finale, utilisées par 73% des acteurs. L'emploi de l'une ou de l'autre des unités de mesure dépend notamment des benchmarks utilisés comme comparaison. Ainsi, les portefeuilles européens ont tendance à privilégier l'énergie finale, car il s'agit de l'unité de référence dans les trajectoires du CREM. Les sources de données pour évaluer les consommations énergétiques est également variable. Seuls 59% des gestionnaires interrogés sur leur ISR déclarent n'utiliser que les consommations réelles. 18% complètent ces consommations réelles par des estimations, tandis que 14% utilisent le DPE et 9% mixent les 2 approches. Dans le cadre des propositions d'évolution du label, la SPIM préconise d'insister plus clairement sur la notion de consommation réelle. De la même manière, l'indicateur sur les émissions de gaz à effet de serre pose plusieurs questions. En effet, le règlement SFDR invite à divulguer une valeur absolue, alors que la pratique de marché dans le secteur immobilier est plutôt à calculer une intensité surfacique, valeur pour laquelle il existe des données de référence. Dans le cadre du questionnaire adressé aux gestionnaires sur les grilles ISR, c'est ainsi 91% des répondants qui déclarent publier leur émission en kilogrammes de CO2 contre carré. Les autres acteurs préfèrent les indicateurs en nombre équivalent ou en nombre de visiteurs. Bien que ces derniers indicateurs soient moins utilisés, ils permettent de prendre en compte l'usage réel du bâtiment dans la valeur finale. Le calcul de l'émission de gaz à effet de serre requiert des facteurs d'émission. Or, il existe plusieurs références. C'est un élément supplémentaire de disparité dans les indicateurs publiés. La moitié des gestionnaires interrogés indiquent se référer à la base carbone de la donnée, un témoin français. 18% utilisent également les facteurs réglementaires, par exemple les arrêtés du PE, et 18% utilisent les facteurs de l'Agence internationale de l'énergie. En complément, 9% mentionnent le facteur de l'outil CREM. Ensuite, en ce qui concerne les indicateurs sociaux, 95% des acteurs choisissent la thématique des mobilités durables. Les indicateurs utilisés dans ce cas sont divers. Celui qui remporte le plus grand succès, économie d'énergie, celui qui remporte le plus grand succès, le nombre de lignes de transport à proximité, suivi par celui portant sur le mode de 2 transports. Par contre, la distance considérée varie en fonction de la typologie et de la localisation des actifs. Elle varie de 500 mètres à 1 km.
D'autres indicateurs sont développés par les gestionnaires sur des bornes de recherche pour véhicules électriques, qui livres sont des interrogés, ou encore la surface de parking pour les vélos, 9 pouces. Enfin, dernière thématique, les indicateurs de gouvernance. Il y a 3 sujets qui sortent: l'engagement des parties prenantes, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'adaptation au changement climatique. L'engagement des parties prenantes, le référentiel ISR a permis de développer des indicateurs de mesure à ce sujet. Ceux-ci sont toutefois encore relativement divergents. En fonction du type de fonds, il s'agit soit d'un engagement avec les property managers ou les facility managers, soit d'un engagement avec les prestataires de travaux. Mais la principale différence réside surtout dans le niveau d'engagement. Certains mentionnent une chasse, c'est 45% des gestionnaires mentionnent une chasse, tandis que d'autres font signer des clauses, c'est 77% des gérants. Plusieurs acteurs citent également à ce sujet la relation avec les locataires. À ce titre, 19% utilisent comme indicateur la distribution d'un guide de bonne pratique. L'engagement des locataires passe également par la signature d'annexes environnementales et par la tenue de comités verts réguliers. Enfin, en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, 2 grands types d'indicateurs se distinguent. Ceux qui valorisent la réalisation d'une cartographie des risques et ceux qui analysent les résultats de cette étude, à savoir le niveau de risque associé à chaque bâtiment. D'autres acteurs privilégient la réalisation d'un audit de résilience via un outil d'analyse de résilience tel que le DataNet. Voici donc les principaux éléments de l'étude qui nous retrouvent sur le site de la SNI et sur le centre de ressources de l'OIE. Et on va pouvoir maintenant mobiliser nos intervenants et Sabine pour la table ronde. Pour cette présentation des résultats. Et c'est vrai que c'est intéressant d'aller en aller, de pouvoir évaluer la dynamique. Et donc, sans plus attendre, enfin, si, en attendant, on va quand même les résultats. Je vais appuyer sur Anne-Claire Barbery, directrice RSE de l'innovation sectorielle, Céline Farjon, directrice générale de l'AIDREM, et Vincent Red, directeur du développement durable, d'innovation et communication chez Novaxia. Alors, du coup, première question qui s'adresse à tous les 3. Est-ce que vous avez un commentaire sur les résultats présentés et si vous deviez retenir un chiffre marquant parmi cette myriade de chiffres qui nous ont été présentés, lequel serait-il? Déjà, moi, je retiendrai un peu comme, c'est on est mère de famille parfois, et donc quand on a une mauvaise note indiquée, on essaie de voir le potentiel. Bon, et on voit toujours le verre à moitié plein. Je pense que ce qu'il faut retenir de votre étude, c'est la marche fantastique que toutes les sociétés de gestion ont montée en quelques années. Enfin, moi, je me souviens très bien, ça fait très vieux combattant, mais j'en m'excuse, mais il y a quelques années, personne n'en faisait, n'en parlait, le label ISR n'existait même pas pour les sociétés de gestion immobilière, il date quand même de 2020, d'octobre 2020, donc c'est très récent. Et je trouve qu'il y a eu une mise à niveau absolument extraordinaire, puisque vous nous dites que la quasi-totalité des sociétés de gestion ont communiqué sur une politique ESG, ont entamé des démarches. Alors, je ne dis pas que tout le monde a 20 sur 20, mais enfin, on est quand même passé de 0 à plus de 10, quoi. Et donc, ça me semble aller dans le bon sens. Et je crois que aujourd'hui, les résultats de votre étude témoignent de l'effort considérable qui a été fait par une profession qui est perçue à juste titre comme étant extrêmement polluante et qui sont plutôt encourageantes. Voilà, c'est la première chose que je retiendrai. Merci Séverine. Anne-Claire, peut-être si tu peux réagir. Oui, alors déjà merci beaucoup pour l'étude, parce que ça nous aide beaucoup à travailler cet effort de pédagogie aussi auprès de nos clients et de nos parties prenantes. Moi, je ne peux qu'abonder dans le même sens. Il faut se rappeler que les pratiques ESG sont récentes dans leur maturité. Le label ISR a permis aussi d'accélérer la prise en compte de ces sujets-là à des niveaux qui sont de plus en plus sérieux, de plus en plus homogènes, même si on voit effectivement qu'il y a encore beaucoup d'hétérogénéité sur certains sujets. Il faut rappeler que, en plus du label ISR, il y a effectivement une couche réglementaire qui est monumentale, que en plus ces sujets-là sont associés à des métiers qui sont récents, donc les équipes aussi doivent monter en compétences,
Donc, alors, c'est vrai qu'on aime bien se taper dessus en France, mais je trouve qu'on peut aussi se féliciter du travail qui est quand même réalisé par les équipes. Tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses. Tout n'est pas parfait, mais je pense qu'il faut saluer l'effort. Je pense qu'il faut aussi rappeler que il y a des choses qui doivent être fondamentales, des prérequis qui doivent être absolument atteints par tout le monde, et qu'il faut aussi laisser aux bons élèves la capacité d'innover, de proposer de nouvelles choses. Donc, je pense que ce double mécanisme réglementaire et valorisation par les sujets de la lune permettent ce mécanisme. Merci beaucoup. Vincent, une réaction? Je rejoins tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a surtout une dynamique extrêmement positive de la part des sociétés de gestion. Et ce qu'on observe, je crois, et qu'on partage, c'est que les parties prenantes des sociétés de gestion immobilière ont eux aussi pris conscience. Il suffit de dire le mot taxonomie il y a un an, c'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, toutes les parties prenantes commencent à pouvoir en parler. Sur l'ISR, de même. Moi je dois retenir une chose, deux choses. La première chose, c'est ce qui a été dit notamment sur ce moment de bascule. La collecte des fonds ISR immobiliers est devenue majoritaire en France. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a observé par ailleurs dans le cadre de l'étude que 100% se classifient au niveau du SFDR, qu'est-ce qu'on fait? Et je trouve qu'il y a un champ des possibles extraordinaire qui a été évoqué à la toute fin de la présentation, d'adaptation encore du label ISR, notamment pour amener encore plus de cohérence sur les pratiques, le reporting, la transparence. Alors, on y reviendra plus en détail, promis, sur les évolutions sur le label ISR. Avant ça, vous avez mentionné, Vincent, justement, les parties prenantes. Et du coup, j'avais une question, notamment pour Anne-Claire et aussi les autres si vous souhaitez, sur les relations, notamment avec les property managers, hein, qui finalement ont un rôle qui a été pas forcément si mis en avant ces dernières années, enfin, je veux dire, il y a quelques temps, et qui petit à petit jouent finalement un rôle qui est de plus en plus crucial. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur place dans le pilotage de ces stratégies de performance ESG? Alors, les property managers sont clés dans tout le dispositif. Hein. On est quand même un métier assez intermédiaire avec beaucoup d'acteurs sur la chaîne. Le property manager, c'est donc l'organisation qui vient sur site, qui échange avec le locataire beaucoup plus fréquemment que peut faire le bailleur, qui est aussi à la source de la collecte de données. C'est absolument fondamental qu'ils comprennent ce qu'on attend de lui et qu'ils soient au maximum initiativés dessus. Donc, nous, on travaille depuis de nombreuses années déjà à intégrer spécifiquement dans les mandats de property management des objectifs précis, des pénalités en cas de non-respect, et là, on travaille sur même un mécanisme de rémunération variable associé à des indicateurs ESG. Je pense qu'au-delà du property manager, en fait, dans le label ISR, il est question de partie prenante. Et ça dépasse largement le sujet du property manager. Et ça, je crois, et d'ailleurs, c'était assez amusant parce que la première réunion chez Hayes pour notre fonds immobilier qu'on a fait avec les parties prenantes dans le cadre du label ISR, c'était ici au 5e étage. Il n'y a pas de hasard, évidemment, mais c'était pour dire qu'on avait réuni aussi les architectes avec lesquels on travaille, les entreprises du bâtiment avec lesquelles on travaille, les property managers, je dirais, c'est le bout, hein, c'est le bout du bout, c'est-à-dire ceux qui tous les jours constatent ce qu'on fait dans l'immeuble. Mais on avait aussi réuni des locataires. Et je pense que c'est très important d'embarquer les locataires avec soi parce que on voit bien maintenant que quand ils signent, quand ils s'approprient un immeuble, ce sont eux en fait qui sont les premiers utilisateurs de l'immeuble. Nous, on s'efface. On est dans le rôle facile de produire 4 factures de loyer par an finalement. Donc, ceux qui en quotidien sont là pour être la vraie partie prenante du label ISR, ce sont les locataires et puis après, ce sont les utilisateurs. Donc, je crois que dans l'esprit du label ISR, il y avait cette notion qui est plus large que celle des parties prenantes et qui est super importante et sur laquelle on a déjà progressé, mais on peut très certainement encore s'améliorer. Et ça rejoint d'ailleurs la thématique, du scope 3 dont on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais lorsqu'on parle des utilisateurs d'un immeuble, on est bien sûr aussi. Totalement. Moi, je reviens un petit peu au property manager pour donner un exemple concret. On a effectivement labellisé ISR l'ensemble de nos fonds ouverts et catégorisé article 9. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut mettre en œuvre. Et sur l'énergie, la consommation d'énergie, Novaxi Investissement est spécialisé plutôt sur des actifs en transition, comme dit l'AMF, donc plutôt en voie d'obsolescence. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est parfois des passoires thermiques. Il y a un potentiel énorme de réduction des émissions de gaz à effet de serre
grâce à la réduction de la consommation énergétique. On se fixe des objectifs, on se fixe une méthode. On s'est aperçu, notamment par une exposition européenne de nos fonds, eh bien qu'on était en train de demander à des property managers, alors à nos property managers notamment, de mettre en place des plans d'action de réduction de consommation énergétique extrêmement ambitieux avec des capex extrêmement lourds. Et on s'est aperçu, maintenant ça nous paraît naturel, qu'on était un peu en train de demander à nos propres individuels syndics d'immeubles, vous savez, de mettre l'actif, donc l'immeuble dans lequel on est, sur une trajectoire crème 1,5 degré. Et en fait, c'était pas la bonne personne sur nous, nos actifs, parce que le syndic d'immeuble, il va faire plein de choses extraordinaires, mais il va pas mettre sur une trajectoire crème en suivant les opérations immobilières. Donc, ce qu'on voit, c'est notamment ce que tu disais avec Claire sur l'innovation. Ben, on est en train d'inventer des nouvelles choses, de tester, de revenir sur certaines et de voir des résultats concrets. Donc, nous, par exemple, eh bien, on a ajouté aux property managers des green managers qui sont spécialisés sur la réduction de consommation énergétique et qui n'ont pas du tout des profils de property managers, qui sont des BET, extrêmement techniques sur l'environnement et l'énergie, et qui viennent voir les locataires et les property managers pour suivre, encore une fois, des plans de CAPEX. Donc, c'est l'une des choses qui a amené, les quelques années, là, ça y est, de labellisation ISR et de catégorisation réglementaire de plus en plus de nos fonds. Ok, merci. Donc, de nouvelles compétences, de nouveaux métiers aussi qui émergent pour accompagner cette transition globale. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir un petit peu sur aussi l'expérience collective qu'on a vécue l'année passée sur le plan de sobriété, ses déclinaisons, etc. Sur tout ce qu'on vient de se dire sur les parties prenantes et notamment les usagers finaux. Je pense qu'on est aussi dans cette même logique de finalement, on a besoin d'embarquer tout le monde pour réussir ce défi collectif de la transition. Je reviens en revanche sur le label ISR. On en a parlé tout à l'heure sur les évolutions de ce label. Là, c'est intéressant parce que on a ces 3 premières années finalement dans le rétroviseur et donc on est en capacité de faire des commentaires et des suggestions d'évolution et c'est précisément l'objectif des préconisations de la SPIN. Alors, on n'a pas forcément la slide derrière, mais néanmoins, il y a des enjeux d'harmonisation évidemment et plus spécifiquement, alors tout d'abord, j'ai une question, est-ce qu'il y a des préconisations qui vous semblent prioritaires parmi celles portées par la SPIN? Je pense qu'il ne faut pas oublier la finalité de tout ça, c'est de rendre l'investissement responsable beaucoup plus facile et beaucoup plus clair pour les épargnants. Donc, pour ça, effectivement, il y a une notion d'harmonisation des indicateurs, des unités. Là, on a vu l'exemple sur la mobilité où on a les bornes de recharge électriques, on a la proximité au transport en commun, et en fait, on ne calcule absolument pas de la même façon. Même si le fondamental de la mobilité durable reste le même, pour un épargnant, aller s'amuser à comparer, c'est pas possible. Donc, je pense qu'un des points clés, c'est de rendre le sujet extrêmement simple, très comparable, tout en n'oubliant pas effectivement un volet d'innovation, parce que sinon on va faire tous la même chose, on sera à peu près tous sur le même marché, et du coup, mécaniquement, il n'y aura pas forcément beaucoup de choix pour l'investisseur d'aller sur telle ou telle stratégie. Donc, mais je pense que le fondamental de dire il y a un prérequis qui est le même pour tout le monde sur comment on calcule tel et tel sujet, pour moi, il est primordial. Ça, c'est le sujet beaucoup plus vaste du millefeuille réglementaire en matière extra-financière en France. Je me souviens il y a quelques années avoir écouté Robert Ruffel dans un de ses discours juste avant qu'il ne parte, disant qu'on avait fait démarrer la fusée du reporting avant de mettre un carburant cohérent dans la fusée. C'est une image que j'ai trouvée brillante et qui m'a habitée lorsque je me suis habituée dans la réglementation taxonomie, SFDR, ISR, LEC 29 et assez humblement, j'ai fait des fiches comme à Sciences Po, parce que je n'y retourne plus. Bon. Et je trouvais que c'était quand même très, très compliqué. Voilà. Et alors, quand en plus, vous entendez aujourd'hui que bien la refonte du label ISR, on ne sait pas trop ce que ça va donner, que l'Europe nous demande de réfléchir à une évolution du label ISR dans quelques semaines pour répondre. Tout ça, c'est très bien, bien sûr, et on est ravis que tout le monde progresse. Mais c'est parfois un peu obscur, à la fois pour la société de gestion et un peu obscur aussi pour le client final, pour l'épargnant final. Donc, tout à l'heure, j'étais très, très optimiste en me disant bon, ben, c'est fantastique parce que tout le monde a fait un effort. C'est vrai qu'on a un peu mis ce qu'on pouvait dedans et qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément homogène d'un acteur à l'autre. Alors évidemment, l'axe essentiel de progression, il est là. C'est d'essayer d'homogénéiser ce qu'on dit.
Et tant qu'on n'est pas capable d'homogénéiser ce qu'on dit, d'être constant dans ce qu'on dit, c'est-à-dire de toujours dire la même chose, en utilisant les mêmes systèmes de calcul, en justifiant de la même façon, en se donnant une progression sur des bases qui sont claires. Je crois que l'honnêteté dans la démarche est extrêmement importante. Après, il y a un autre sujet qu'on peut aborder aussi. Vous avez dit tout à l'heure que l'essentiel du label était sur le E et portait beaucoup sur l'environnement. À titre personnel, je suis archi convaincue du rôle sociétal fondamental joué par l'immobilier. Et alors, on peut l'apprécier de différentes façons. On peut chacun s'engager de différentes façons, mais autrement que par une distance à une borne de métro, enfin une station de métro, ou par le confort des locataires. Donc, je pense probablement qu'on peut être beaucoup plus ambitieux. Bon, la taxonomie sociale, elle n'est pas encore définie. Et puis, il en revient aussi à chaque acteur de décider un peu ce qu'il veut faire dans ce domaine-là. Mais on ne peut pas minimiser le rôle sociétal de l'immobilier. Le besoin immobilier, c'est le premier besoin qui s'exprime, que ce soit pour se loger, pour travailler, pour s'éduquer, pour se soigner, pour s'amuser. Voilà, l'immobilier, il abrite chacune de nombreuses de nos activités. Et donc, cette dimension sociétale, elle est presque consubstantielle au monde. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est un peu timide parfois. C'est vrai qu'on y passe, je crois, 90% de notre temps global. Voilà. Donc, c'est vrai que ça semble fondamental de creuser et d'investiguer et d'embarquer cette notion sociale. Avant de passer la parole à Vincent, j'ai une précision dans la question, un petit bonus. Ça a été évoqué, mais il y a cette question d'adaptation de la grille spécifiquement aux stratégies value-add qui sont positionnées parfois sur des horizons de temps un petit peu plus courts et qui, du coup, ne peuvent pas forcément, capitaliser sur les efforts embarqués. Est-ce que là-dessus, vous auriez des retours à nous faire Je confirme, c'est un sujet extrêmement important pour notre secteur immobilier, chez Novaxia, mais chez beaucoup d'acteurs, et plus généralement dans le marché immobilier actuel qu'on connaît, avec ces turbulences. De plus en plus, les créations de valeur financières et extra-financières vont être sur des stratégies value-add. On le voit bien, hein, il y a une limitation de l'étalement urbain notamment, et donc on va aller travailler sur des immeubles ou sur des parcelles immobilières qui sont déjà dans les villes, déjà artificialisées en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait sur des opérations de ce type value-add où on va reclassifier certains actifs, refaire d'autres destinations sur des actifs en termes financiers certes, mais surtout pour notre sujet, extra-financier. Et il y a un potentiel qui est énorme pour produire. Je regarde le carbone par exemple. Un immeuble, dans son empreinte carbone sur 50 ans, 75% en moyenne, c'est lors de la phase conception. Il y a quelque chose à faire absolument sur le label ISR lors de cette phase qui est ultra majoritaire dans l'empreinte carbone. Et donc, on pourrait mettre en avant, comme ça avait été fait d'ailleurs dans la première version, dans la version actuelle du label ISR immobilier, les spécificités de notre secteur, qui est actuellement et qui va sans doute le devenir de plus en plus, un secteur en transition à partir de l'existant. Ça, c'est peut-être ma première remarque. Et ma seconde remarque serait, je rejoins aussi sur ce qui a été dit sur le social et sur la lisibilité. Il y a quelques jours, il y avait Patrimonia, le grand salon de la gestion du patrimoine, que d'aucuns connaissent ici. Parler avec un CGP est extraordinaire pour en comprendre le label ISR immobilier, qui est différent, qui a sa propre vie, et puis désormais l'article SFDR et les communications qui rendent un petit peu flou l'avenir du SFDR. Donc en tout cas, il me semble que le label ISR a eu ce côté extrêmement pionnier depuis le début de lisibilité pour tout le monde. Il n'y a, à ma connaissance, que le label ISR et le label Finansol, pour le côté solidaire, qui sont dans les gares SNCF, où le label ISR, je le vois parfois dans des affiches de campagne sur les bus. Concrètement, ça veut dire que ça va parler au plus grand nombre. Ça peut parler au plus grand nombre. Gardons cette spécificité que n'aura peut-être pas tout de suite la classification SFDR. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Ok, très bien. C'est vrai que ce label, il a été adapté à l'immobilier et conçu pour l'immobilier. Et j'en rebondis aussi sur ce qui a été présenté dans l'étude. Quand on voit des outils spécifiquement pensés pour l'immobilier tels que le CREM, eh bien, on voit que derrière, il y a une appropriation extrêmement rapide des acteurs et que ça permet d'aller tout de suite plus vite, plus loin. Donc, effectivement, espérons que les évolutions du label permettront aussi de progresser dans ce sens.
Alors évidemment, et Véronique l'a dit en introduction de cette conférence, on est dans une période un petit peu incertaine, avec une remontée des taux hein, qui a un impact sur la valorisation des actifs, mais aussi sur les transactions, et puis aussi sur différentes typologies. Hein, donc vraiment un sujet compliqué en ce moment. Est-ce que vous pensez que ces critères ESG dont on parle tant et ici encore plus spécifiquement vont pouvoir comment dire, contribuer à des actifs plus résilients également sur le plan économique et financier? C'est la question de la valeur verte. C'est la grande question de la valeur verte. Force est de constater que vous ne la posez pas dans une conjoncture de marché qui est la plus simple. Alors, moi j'y crois beaucoup. L'Afrexim, comme vous le savez, a publié une grille incluant des éléments extra-financiers qui sont très proches de ceux du label ISR, qui reprennent en grande partie les points du label ISR. Donc on peut penser que les experts vont, comme ils prennent en considération l'ensemble normalement des critères qui permettent de valoriser un immeuble, commencer à prendre en compte ces critères. Alors, est-ce que ça sera fait à la prochaine campagne, dans la mesure où on attend tous déjà des hausses de taux de capitalisation peut-être liées à la hausse des taux? Est-ce que c'est maintenant qu'ils vont le faire? Dans quelle proportion? Comment? Je ne sais pas. C'est pas à moi de répondre. En tout cas, ça ne m'appartient pas de répondre. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les locataires, ils sont très sensibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de locataire qui va prendre un immeuble qui est une passoire thermique. Il n'y a plus de locataire qui va vous dire on ne va pas signer un bail une annexe environnementale et qu'est-ce que vous mettez dedans? Donc, je ne sais pas si la contrainte, elle est je dirais, évidente aujourd'hui pour un expert dans la valorisation de son immeuble, en tout cas pour le locataire et même pour l'acheteur, elle est fondamentale. Alors, est-ce qu'on la price vraiment? Nous, on lui donne quand même un prix, notamment au moment du label ISR, lorsqu'on fait les plans d'action. Puisque les plans d'action, on est capable de les chiffrer, et en les chiffrant, on est capable de déterminer la mise à niveau, enfin le prix de la mise à niveau sur un label ISR pour tel et tel actif. Donc à partir du moment où on est capable de lui donner un prix, on devrait quand même être capable aussi de monétiser dans sa valeur, et peut-être même de monétiser dans son loyer. Donc voilà, maintenant quand on dit ça, à un moment où les transactions immobilières sont quand même pas forcément au plus haut, et où on est dans un environnement de marché qui est complexe, vous dire qu'à la prochaine campagne d'expertise, la valeur verte sera inclue et parfaitement mesurable me paraît peut-être ambitieux. Mais je pense que la tendance, elle est là. Et de nouveau, on revient à la thématique des parties prenantes, finalement. C'est à la fois le locataire et l'acheteur et même celui qui construit. On est tous parfaitement conscients qu'on ne peut plus s'écarter de ces valeurs extra-financières de l'immeuble. D'ailleurs, on pourrait rajouter les banques dans les parties prenantes, finalement. Les banques, alors, c'est des choses. Un point oui, absolument. Nous, on a mis en place depuis un an à peu près un cadre de financement bancaire avec un mécanisme de sustainability linked loan ou de green loan qui nous permet effectivement d'avoir des taux de financement bonifiés en fonction de l'actif financé pour la partie green loan et en fonction de l'atteinte d'indicateurs extra-financiers, donc énergie, carbone, certification et biodiversité à l'échelle du fonds. Donc effectivement, il y a un intérêt aussi pour les banques maintenant sont aussi prêtes à financer plutôt des actifs verts ou en verdissement. Oui, Vincent. On observe également sur les banques peut-être une remarque supplémentaire sur cette question qui est beaucoup posée à Patrimonia justement, mais l'ESG finalement, est-ce que ça fait décroître la performance? Parce que c'est vrai que la performance, c'est l'un des objectifs premiers quand même des fonds immobiliers. Maintenant, si on regarde, on fait une analogie avec tout ce qui concerne le financier justement pour notre sujet d'extra-financier. Aujourd'hui est bien loin le temps où on demanderait, en tout cas sur tout ce qui est transparence et reporting, si ça va à l'encontre de la valeur des entreprises, de faire une comptabilité financière. On est quand même en train de fixer les bases d'une comptabilité extra-financière. Alors ça ne suffit pas, mais à toutes ces questions sur la comptabilité, le reporting extra-financier, c'est ni plus ni moins, d'une certaine manière, que déjà d'assurer les bases d'une comptabilité extra-financière. Et on ne se pose pas trop la question désormais sur la comptabilité financière. Une fois qu'on aura ces chiffres, qu'on aura des comparables, et l'étude le montre, eh bien, on va pouvoir commencer à améliorer des indicateurs, cette fois environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, je pense que la question, elle ne va pas se poser.
On ne peut pas sortir du changement climatique, on ne peut pas sortir de l'inflation sur le coût de l'énergie. Et donc, de toute façon, en fait, la question extra-financière est déjà devenue, pour plusieurs indicateurs du label ISR notamment, une question financière. Donc, la bascule est déjà faite. Je pense, sur les niveaux d'ambition, il y a beaucoup de débats. Maintenant, sur plusieurs indicateurs clés, on est déjà en train de parler de financier. Et il suffit de voir à l'intérieur des sociétés de gestion d'ailleurs, les directions financières, les fund managers ont vraiment pris, et les asset managers aussi, l'ESG comme un outil au service de leur métier qui, lui, n'a pas changé en termes de fiches de poste et d'objectifs. Très bien, je vous remercie. En tout cas, c'est sûr que cette question de valeur, elle s'apprend par plein de canaux et c'est vrai que vous avez parlé d'équité finalement hein, en filigrane, équité locative, équité financière, équité transactionnelle, hein, le fait que les biens puissent s'échanger plus facilement. Et ça, c'est vrai qu'on verra la façon dont les experts petit à petit intègrent ces notions, mais néanmoins, ça doit être des critères pris en compte par la profession de plus en plus. Voilà, et puis plus largement, merci à tous les trois pour votre contribution à cette table ronde. Il y a beaucoup à faire, beaucoup a été fait et beaucoup est à faire. Mais en tout cas, on est tous convaincus que les outils et les processus finalement s'améliorent de façon continue. Voilà. Des questions? Vous n'avez pas de questions? Alors si, je vais absolument prendre des questions. C'est la slide suivante. Ah, c'est la slide suivante. Réaliser sans trucage. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Déjà dans la salle physique? Vous voulez un micro? S'il vous plaît. Merci. Dans la salle virtuelle. C'est vos questions. Vous avez été très clair. Moi, je n'ai pas de questions, de réponse, mais je peux peut-être inviter Michel Papalardo, qui me fait plaisir de venir en présence écouter notre présentation, et qui me rappelle la présidentité du label. Et là, Michel, vous avez une observation. Merci, ça c'est fort. Bon, merci beaucoup d'abord Anastie et Valérie pour ce travail qui est pour nous forcément extrêmement précieux. Mais, au moment où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où nous allons commencer à réfléchir avec les acteurs, etc., à comment on fait évoluer et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire évoluer intelligemment le label SL. S'il faut le faire évoluer, une société complexe, oui, ça c'est bien, c'est ce qu'on a l'intention de faire. On a à la fois plein de questions, plein d'informations. On n'a pas toujours, quand on travaille sur le label mobilier, donc c'est extrêmement précieux. Et puis, déjà des préconisations qui, alors, globalement, me paraissent tout à fait normales dans la période où nous sommes. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous avez rappelé les uns et les autres, quand on a lancé le label mobilier et le label mobilier par innovance, et voilà, on se lançait les uns les autres. Donc forcément, on n'avait pas une définition extrêmement précise, on ne savait pas forcément non plus quelles allaient être les réactions des uns des autres. Bon, on voit qu'au bout de 3 ans, beaucoup de fonds qui sont mobilisés, les solutions que vous avez données sont vraiment intéressantes, et on voit aussi où sont les faiblesses maintenant. Alors, avec la complexité supplémentaire que la réglementation européenne, la charte, en fait, on dit tout à l'heure, donc la réglementation européenne est venue mettre un petit peu plus de complications dans le dispositif, mais c'est normal, hein, l'image de la fusée de Saint-Perpurant me parle aussi beaucoup, j'en ai d'autres, mais c'est exactement la même chose. Donc, on essaye tous d'avancer très très vite sur un sujet très très compliqué. Voilà. Donc, je dis déjà bravo à tous les acteurs qui se lancent
dans l'aventure et qui essaye de s'y retrouver. Ça ne fait pas une seconde, une fois, dans des choses qui ne sont pas parfaites, objectivement, avec toutes ces évolutions. En revanche, je pense que notre objectif commun est clair, hein, plus de cohérence avec la réglementation européenne. C'est ce qu'on a proposé dans le cadre de la réglementation du référentiel immobilier. Donc, il n'y a pas de raison, ce sera exactement la même logique. C'est clair qu'on n'avait pas forcément des idées très claires sur les indicateurs, donc on a laissé des choses un peu ouvertes. Donc forcément, chacun utilise les siens. Là, maintenant, la réglementation précise des choses. La position du comité du label de manière générale, c'est de dire nous, on ne va pas faire nos définitions, on ne va pas faire nos indicateurs, on va essayer d'utiliser ce que les sociétés de gestion, ce que les fonds ont déjà de bonnes raisons d'utiliser. Aujourd'hui, vous avez de bonnes raisons d'utiliser tout ce que la réglementation européenne vous propose. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur ça, donc de reprendre certainement un certain nombre d'éléments pour rester dans les obligations, mais avec le plus du label qui est d'avoir des objectifs, d'être transparent et d'être contrôlé. C'est quand même faut oublier que l'intérêt du label, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui vérifie les politiques et les engagements que vous avez. Donc la cohérence réglementaire par rapport à la réglementation européenne, oui, ça me paraît absolument évident. Ensuite, vous l'avez dit les uns les autres, on nous met dans l'étude, il y a insuffisamment de précision sur pas mal d'éléments qui sont dans le référentiel aujourd'hui, avec exactement la même chose, mais avec encore plus, je pense, d'imprécision dans le label immobilier. Donc là, collectivement, on s'accorde sur les points où il faut être très précis et les points où il faut laisser de la place à l'innovation. Je suis d'accord avec vous, pas non plus que tout le monde fasse la même chose. Donc, comment on trouve le bon équilibre? Bon, là, on va encore tourner un peu peut-être. En tout cas, il faut laisser de la place les uns aux autres. Il faut probablement mettre, vous l'avez dit, un peu plus d'objectifs de résultats, ou en tout cas, donner la capacité d'afficher les résultats, les objectifs et les résultats. Ça, est-ce que ça passe par label identique à celui qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est posé la même question sur le label immobilier? Est-ce qu'il faut mettre des étoiles, des gradations? Voilà, là, on a encore un débat très ouvert avec les uns et les autres. Et puis, avec tout ça, il faut utiliser. C'est l'objectif. C'est pas toujours évident, reconnaissons-le, et c'est vrai que les réglementations qui se chevauchent ne facilitent pas les choses, mais bon, on a beaucoup de progression en 3 ans, on continuera à beaucoup progresser dans les années qui viennent. Plus ça ira, plus la pédagogie se fera à la fois dans les acteurs, chez les investisseurs, chez les citoyens, qui comprennent probablement mieux en matière d'immobilier ce qu'on leur raconte que quand on est sur des fonds immobiliers, parce que l'immobilier, ils savent quels sont les sujets, ils ont leur appartement, leur maison, etc. Donc ça parle plus. Je pense qu'on a la chance là d'avoir un outil qui va faciliter les choses. Bon, après, j'ai bien entendu le problème des fonds value-added, là, il va falloir regarder comment faire. Parce que là, j'avoue que je vois très bien le problème, mais je ne sais pas comment on va le résoudre, mais c'est intéressant. D'aller nous faire des temps. On le fait déjà, on fait déjà des fonds value-add qui font la victime et qui ont une démarche à la rénovation et ensuite à la location. Qui vont avoir un double Mais oui, ça peut être autre chose. Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. C'est très clair pour mon c'est un sujet et donc un sujet sur lequel on aura à travailler. Donc, on va commencer à travailler là, maintenant. On a tous les éléments, on a attendu d'avoir les informations et puis là, on se semble à avancer en sachant que le fonds à 3 ans, le référentiel à 3 ans, que d'actualiser, on sera dans la refonte, comme on l'a fait dans le fonds immobilier, donc ça devrait aller plus vite. Donc, tout le travail qui a été fait. Voilà, et donc félicitations à tous les acteurs d'être engagés dans tout ça, et on va essayer de faire le mieux qu'ils peuvent, et on va essayer de s'accompagner pour que ce soit encore mieux. Merci Michel. Merci pour votre éclairage. Peut-être qu'il y a des questions. Alors, il y a des questions dans la salle. Je vois une première main qui se lève.
Bonsoir. Non? Ah, là, oui. Là, Oui, là, c'est mieux. ok. Bonjour, merci beaucoup pour cette étude et cette table ronde. Merci pour vous. Moi, je suis consultante en finance durable et j'accompagne beaucoup d'acteurs dans la labellisation. J'ai pas mal de fonds ISR et immobilier. J'ai deux questions. Donc, j'étais assez surprise que dans l'étude, qu'il y a une part importante quand même des articles 6 qui ne prennent pas en considération les risques en matière de durabilité. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même les directives européennes, les textes délégués européens qui sont sortis, qui ont entré en vigueur en 2021, en 2022. Donc, les textes délégués de 2021, 1977, etc., l'AISF, pour le PCM, etc., qui demandent la prise en considération des risques en matière de durabilité. Donc, je pose la question, quelle est l'orientation de la SPI concernant la prise en compte des risques en matière de durabilité pour les articles 6. Et puis après, pour le label ISR, il y a ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas d'orientation sur l'intégration des risques en matière de durabilité aussi, donc pas d'orientation sur l'intégration minimale des risques, quels sont les risques cartographiés, quel est le lien, il y a un lien assez étroit qui est fait entre le risque et le contrôle dans le label. Est-ce qu'il y a la possibilité dans la version amendée de faire cette différence? D'abord le contrôle selon les lots et après la cartographie, clair plus pour les acteurs. Voilà. Est-ce que c'est des éléments que vous allez prendre? Alors, moi, il est difficile de répondre au nom de la SPIM dans son intégralité. Donc, je pense que Véronique est mieux placée que moi pour répondre sur la première question. Après, j'ai mon opinion personnelle, mais je ne pense pas que ce soit l'objet de votre question. Ouais, sur la première partie, j'avoue que je n'ai pas de maîtrise de réponse, parce que là, pour le coup, on n'a pas de préconisation particulière sur ce sujet-là. Oui, il y a une petite partie, effectivement, que se place sous l'article 6. C'est une obligation de publier le fait qu'on prend en compte ces risques de durabilité. Mais je n'ai pas finalement de réponse sur le pourquoi. Ça, je ne peux pas demander par les je peux pas parler au nom des utilisations, peut-être c'est ça. Et c'est là qu'on creuse. My best guess would be, enfin, je dirais, mon interprétation serait que dans l'ensemble des sociétés de gestion, vous en avez qui sont quand même à des stades de maturité très différents sur la prise en compte de l'extra-financier. Et il y en a pour lesquels SFDR est arrivé comme une grande surprise. Et donc, l'article 6, si vous voulez, pour certains fonds qui ont des patrimoines un peu anciens, qui n'ont pas forcément engagé une démarche très volontaire, est probablement la chose qui leur a semblé la plus évidente. Voilà, la première marche. Tout le monde, enfin, dans une petite société de gestion comme la mienne, par exemple, on est 8, c'est tout petit, la compréhension de la problématique extra-financière, label ISR, SFDR, taxonomie, ça a quand même occupé 2 personnes pratiquement à plein temps pendant plusieurs mois. Du temps que je n'ai pas passé à faire autre chose, investir, enfin j'ai d'autres personnes qui faisaient très bien, mais ça mobilise quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors nous, comme on gère un fonds important en taille par rapport à d'autres sociétés de gestion de la SPIM qui sont plus petites, on a fait l'effort, on a fait la marche, et surtout, ça nous semblait être absolument indispensable de le faire. On ne peut pas non plus exclure dans l'ensemble des sociétés de gestion qui sont membres de la SPIM, puisque la question s'adressait à la SPIM, qu'il y en ait certaines qui gèrent des fonds de plus petite taille, pour lesquels cet effort était probablement démesuré, et qui ont souhaité s'acheter du temps pour la mise à niveau et se référencer en article 6. Alors, on n'est pas toujours le premier de la classe tout de suite. Hein. Et là, je suis très orientée sur les classes en ce moment. Vous voyez bien le sujet. Je me dis aussi qu'à un moment donné, le fait que tout soit de façon classe pratiquement et en note, l'article là, c'est mon marque générale. Tu voulais répondre sur la cartographie? Alors, sur la cartographie, vous vouliez peut-être répondre. Pardon, je me renseigne avant de monopoliser la parole. Sur la cartographie des risques.
la cartographie des risques dans une société de gestion, de toute façon, elle existe. Hein, ça fait partie des procédures et ça fait partie de ce qu'on est obligé de faire. Et ça, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre. Donc, bien sûr, on cartographie les risques. Bien sûr, on essaye de faire un lien entre ces risques, la durabilité, les PAI, le DNSH. On essaye de faire le pont entre tout ça. Je pense que pour la première année de reporting SFDR, dans la mesure où on était obligé de reporter sur un délai extrêmement court, parce que nous, on a dû reporter au moment où on a closé, on a publié nos comptes. Et donc, nous, on a publié nos comptes vers fin janvier et on a communiqué notre assemblée générale début mars, donc dans un délai très très court. On a dû faire remonter l'intégralité de la donnée extra-financière en 1 mois et demi à 2 mois. Ça a été un exercice extrêmement difficile parce qu'il a fallu aller chercher, on n'était pas outillés pour aller chercher toutes les consommations aussi vite. On l'était pour aller chercher un peu sur une période un peu plus longue. C'est-à-dire qu'on tenait sur avril-mai. Quand il a fallu être prêt sur le mois de mars, c'était extrêmement compliqué quand même. Hein. On l'a fait, mais ça a été compliqué. Maintenant, bien sûr, l'année prochaine, on y arrivera mieux et on a appris en marchant. Enfin, tout ça s'est fait quand même très vite. Quand on a passé nos labels ISR, pour la première année, on avait quand même beaucoup de temps pour se préparer finalement avant d'être devant notre auditeur terrifié. Nous, pas l'auditeur, bien sûr. Donc, ce que je voulais vous dire rapidement sur la cartographie des risques, c'est que oui, on en a conscience. Oui, bien sûr, on a essayé de faire des ponts entre la cartographie des risques, la durabilité, le DNSH, le principe de double matérialité, SFDR et taxonomie. Oui, on a essayé. Qu'après, on les fait parfaitement, je suis sûre que non. Et en tout cas, nous, la position qu'on a choisie, c'est de faire un label ISR très précis et de faire un copier-coller le plus possible entre le label ISR et le SFDR. Parce que comme ça, on était sûr que ce qu'on disait était sérieux, était contrôlé, parce qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle, mais on avait bien conscience qu'on ne répondait pas parfaitement à l'esprit SFDR, ni même taxonomie. Bon, voilà. Donc, on part sur la cartographie, de toute façon, elle préexiste. La cartographie des risques, elle préexiste à la démarche extra-financière, elle est obligatoire de cette question. Mais voilà, moi, j'aimerais juste vous faire cette réponse, qui est que moi, j'ai bien conscience qu'il nous reste encore du chemin à faire, qu'on n'a pas fini, et que, en tout cas, nous concernant, on a eu une contrainte de temps. Vous confirmez apparemment, on a eu une contrainte de temps qui nous a mis dans la seringue, hein, de façon très objective. Donc, on n'a pas tout fait. Je comprends bien en termes de consultante, toutes les missions fantastiques que vous voyez là arriver grâce à ça. Merci. Merci Cédric pour cette Donc, peut-être le micro à notre régulateur. Je sais que certaines personnes venant à la élection connectée, là, en présentant dans la salle. Est-ce que tu souhaites, en tant que représentant de l'ALF, faire des observations ou des commentaires sur ce qui a été présenté? Oui, bon. Merci beaucoup, Véronique. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Victorin, je travaille à l'ALF, qui est derrière. Et donc, effectivement, on a reçu l'invitation pour pouvoir assister à cette présentation. Je ne vais pas hésiter une seule seconde. Et donc, effectivement, ça répond bien à mes attentes. En tout cas, l'étude était vraiment extrêmement complète et c'est vraiment très utile, justement, d'avoir eu aperçu que peuvent avoir les acteurs, justement, de première main. Donc, c'est vraiment très utile. Merci beaucoup pour cet exercice. Sur justement, les catégories articles 6, 8, 9, c'était effectivement important de voir comment les acteurs vont se l'approprier. Et là, on voit que ça commence vraiment à fonctionner, entre guillemets, dans son fonctionnement nominal, hein, c'est-à-dire que maintenant, les fonds sont classés. Pour ce qui est du label ISR, je ne penserai pas, en tout cas. Peut-être, ça a été mentionné hein, pour un panel par Séverine, je crois, la consultation sur la SFDR, sur le cadre européen, a été lancée assez récemment, effectivement. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille avec beaucoup d'attention, bien sûr. Également, il y a cette révision du niveau 2 de la SFDR qui est en cours de finalisation. Il y a beaucoup de choses à faire encore, et on est sur une pente positive. Donc, merci beaucoup de cette présentation et de cet exercice. Et bien sûr, on reste à votre disposition, mes collègues et moi, pour répondre à toutes les questions. Merci. Merci pour ce retour. En tout cas, vos position papers servent de boussole hein, à nous qui sommes dans la tempête de l'extra-financier. Alors, peut-être s'il y a une question en ligne qu'on peut encore prendre, on va peut-être aussi faire un peu attention à la montre. Hein, je ne vais pas trop déborder. Une petite question rapide qui est assez intéressante. Alors, on a la question, raisonnablement, sur combien d'indicateurs pourrait-on envisager une harmonisation ou un alignement entre les acteurs? Moi, je ne vois pas du tout l'intérêt. Enfin, pardon, je pense qu'il faut avoir une certaine marge de manœuvre et que ça dépend de la nature du flux.
très typiquement, si vous faites un fonds d'immobilier à impact, enfin nous, chez Raise, on a un fonds d'immobilier à impact en plus d'un fonds normal. Le label ISR, tel qu'on l'a fait pour un fonds article 8, nous semble un peu court pour un fonds article 9 qui se veut être un fonds à impact. Donc on se donnera certainement l'autorisation de le muscler sur la dimension sociétale, par exemple, qui est le pitch de ce fonds. Et donc, dans ce cas, on aura probablement des indicateurs sociétaux qui vont renforcer, la démarche. Moi, je trouve que le dénominateur commun aujourd'hui est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut le renforcer? Enfin, moi, j'ai pas très envie, en fait. J'aime bien l'idée qu'on ait une vraie marge de manœuvre. C'est peut-être mon côté un peu... créons plutôt que de se concurrencer entre nous. Hein. Voilà, créons, soyons innovants, plutôt que d'essayer tous de faire la même chose. Et c'est toi qui l'as dit, je crois. Et voilà, let's create. Moi, je suis complètement d'accord. Mais après, la question, je pense qu'elle est liée aussi aux indicateurs qui ont été indiqués dans l'étude sur les hétérogénéités sur des thématiques précises. Je pense qu'on arrivera à trouver une harmonisation sur des sujets qui sont bien maîtrisés et qui sont bien normés. Donc, c'est les sujets plus classiques qui sont effectivement plutôt sur les thématiques environnementales, énergie, carbone, eau. Il y a encore beaucoup de sujets qui peuvent paraître assez évidents, qui sont malheureusement encore extrêmement complexes. Les déchets, c'est complexe. C'est pas simple. On n'a pas forcément d'unité. Il y a des phases qui sont très différentes. Il y a des acteurs qui sont différents. Il y a des choses qui arrivent de la réglementation. Enfin, donc, je pense qu'il faut avoir un cœur assez restreint en fait d'indicateurs harmonisés qui sont aussi liés aux indicateurs obligatoires dans le cadre de la réglementation. Et après, il faut laisser vraiment la possibilité à tous les acteurs de proposer. Et je pense qu'il faut vraiment pas fermer ça. Parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui, et c'était indiqué dans l'étude, il y a beaucoup de sujets environnementaux. Les sujets sociaux de gouvernance sont des sujets qui sont presque qualitatifs, qu'on n'arrive pas forcément encore beaucoup à mesurer. Et j'ai l'impression presque qu'on est assez timoré en fait, dans l'approche. On tourne beaucoup autour des sujets de relations parties prenantes, de confort, etc. Et finalement, la notion d'impact social, de pour qui on fait tout ça, elle est quand même pas très présente. Je pense qu'il va falloir qu'on pousse aussi là-dessus. Sachant que l'impact n'est pas l'ISR. Enfin, je veux dire, l'ISR, si vous voulez, c'est l'investissement socialement responsable. On peut être ISR sans être impact. Voilà. Donc, l'impact est encore une autre notion, on va encore plus loin, hein, puisque je le rappelle juste que vous avez utilisé le mot impact et je crois que nous devons tous être extrêmement vigilants lorsqu'on utilise ce mot. Il y a un triptyque sur le mot impact, hein, qui est l'intention, l'additionnalité et la mesurabilité. Donc, quand on parle du mot impact et quand on veut faire un fonds impact, on est au-delà de la démarche ISR. Je ne peux pas dire que l'un est fantastique et l'autre pas. Je dis juste que c'est sur une forme de frise chronologique. Vous avez gérer l'investissement article 6, pour faire court, c'est-à-dire l'investissement immobilier. Vous avez ensuite ceux qui vont développer une démarche ISR. Dans l'article 8, vous avez ceux qui vont le faire juste en promouvant des caractéristiques environnementales et sociétales, mais sans prendre d'engagement. Ceux qui vont, au contraire, prendre des engagements. Ceux qui vont être article 9 et ceux qui vont faire de l'impact. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça fait un sacré millefeuille quand je le dis, mais ça veut bien dire que c'est absolument fondamental de pouvoir créer ses propres indicateurs qui correspondent à sa stratégie. Totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Peut-être s'il y avait un indicateur obligatoire, ce serait peut-être pas un indicateur, et ça a commencé, notamment avec les position papers de l'AMF, sur tout ce qui est communication extra-financière, et qui aide beaucoup, je pense aussi, à avoir des règles précises et qui garantit, il me semble, aussi aux labels existants, aux approches existantes, de perdurer. Parce que ce serait terrible pour nous tous, qui voulons bien faire. Je pense que la grande majorité de tout le monde veut bien faire, d'être défaillant à un moment ou d'être pris à partie sur une communication extra-financière qui n'aurait pas suivi quelques indicateurs ou quelques mesures obligatoires. Et les position papers, notamment de l'AMF, permettent de délimiter. Alors, on n'est pas exactement dans de l'obligatoire, mais on est dans un périmètre bien précis qui nous permet, en tout cas, d'aller vers le mieux et surtout de se prémunir, hein, de protéger l'épargnant et de protéger l'ensemble du secteur. Alors, merci beaucoup pour ces réponses, ces précisions. Et je vous propose
clore ici notre conférence. On a démarré en retard, mais on termine un petit peu en retard. Je m'en excuse, mais j'espère que ça vous aura intéressé et passionné. En tout cas, merci pour vos éclairages qui étaient très nourris, très riches et j'allais dire qui nous permettent un petit peu de mettre du concret finalement dans ces concepts qui, dans les études, sont parfois un petit peu abstraits. Donc, ça nous aide aussi au quotidien. Merci beaucoup. Et puis, que conclure de cette soirée? Je pense que cette image du continuum, finalement, des fonds qui se positionnent petit à petit, qui gagnent en maturité, en impact, qui peut-être se classifient à un endroit pour gagner aussi en confiance, j'allais dire presque, pour passer le cap, avec ce label aussi qui existe dans sa version immobilière depuis quelques années, qui permet aussi de fixer un cap. Voilà, ça permet de petit à petit muscler collectivement ce cadre de jeu de la transition écologique et finalement c'est ça l'objectif. Donc merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée.